Dans cette vidéo, nous allons étudier notre chapitre 10 sur la communication et la promotion. Et nous y voilà donc pour ce dernier chapitre. Et on commence notre étude par ces articles sur la communication d'Yves Rocher. Donc là, c'est un article qui date de Noël. Et donc, ils évoquent la campagne média d'Yves Rocher, qui s'est essentiellement fondée sur le digital. Et vous voyez que ils ont opté pour une campagne 100% digitale, ils ont privilégié YouTube, la télévision de rattrapage, c'est-à-dire tout ce qu'on regarde après, à la demande, les bannières sur Internet. Et ils ont bien sûr essayé de couvrir le maximum de personnes en répétant le message et en essayant de maximiser le temps d'exposition pour vendre au mieux leurs produits. La campagne, elle a touché 85% des femmes de la population française, donc c'est quand même une réussite. Et évidemment, ils ont envisagé les coûts de cette campagne et ils estiment que les coûts sont assez faibles par rapport à ce qu'aurait pu être une autre campagne. Voilà, ils ont dû adapter leur communication parce que les boutiques étaient fermées et qu'ils ne pouvaient pas avoir la même communication que d'habitude en magasin. Donc dans cet article, on voit aussi apparaître la notion de plan média qu'on va étudier aussi un peu plus tard. Est-ce que ça réussit? Est-ce que Yves Rocher est une entreprise appréciée des Français? Je vous propose de regarder un autre document sur les entreprises qui ont la meilleure image auprès des Français en 2020. Donc c'était avant la campagne, mais on voit que quand même la campagne de communication d'Yves Rocher s'avère efficace puisque quand on demande le classement des entreprises préférées des Français ou quelles sont les entreprises préférées, Yves Rocher arrive en 4e position. Et quand on demande quelles entreprises ont la meilleure image, Yves Rocher arrive en première position, ex aequo avec Leclerc, Michelin et Peugeot. On voit quand même Intermarché, et on va en reparler puisque vous avez certainement déjà vu les publicités Intermarché avec une campagne assez marquante puisqu'elle accentue plutôt le côté entreprise que le côté produit. Voilà, donc pour ces documents, il y a un autre document que je voulais qu'on regarde ensemble. Est-ce qu'il va se charger comme ça? Non. Voilà, c'était ça aussi que je voulais vous montrer, les tops et les flops des campagnes marketing. Donc c'est un petit peu ancien, il a 1 an cet article. Bon, il reste quand même pas si ancien que ça. Donc dans les tops, ce qui avait vraiment fonctionné au niveau clientèle, c'est l'application des Galeries Lafayette. La communication aussi du PMU qui s'attaque à un autre cœur de cible, la nouvelle génération qui est sensible aux jeux d'argent en ligne. Le WWF qui se spécialise dans le street marketing dont on va parler aussi, le marketing de rue. Nicolas Hulot qui s'associe aux stars de YouTube en faveur de la COP 21, donc ça pareil, c'est un top. Evian et les bébés, ça a toujours fonctionné. L'utilisation des bébés chez Evian date de plusieurs années. Et donc vous voyez, première campagne en 98 et c'est toujours un succès. Parmi les flops, on a la campagne de mots interdits de Nutella. Nutella avait proposé à chaque consommateur de personnaliser son pot de Nutella. Et en fait, il y avait des mots que vous ne pouviez pas utiliser et les consommateurs s'en sont rendus compte et n'ont pas apprécié. Danone rate complètement le lancement de son nouveau produit. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du nouveau yaourt Essensis, mais en tout cas, ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a eu de nombreuses erreurs marketing. Cuisinella, bon, je ne vais pas vous détailler la vidéo, vous le lirez si vous voulez, mais en fait l'idée c'était n'attendez pas qu'il soit trop tard pour en profiter, mais en fait ils sont allés trop loin dans le concept. Le mariage raté entre la banque LCL et l'humoriste Gad Elmaleh aussi. Je rêve d'une banque, ça n'a pas plu aux consommateurs. Et puis Apple, partenaire du groupe YouTube, pareil, ça n'a pas bien fonctionné puisque en fait quand ils ont lancé un de leurs derniers albums, ça a été mis sur tous les iTunes des utilisateurs et on se retrouve tous avec l'album de YouTube qui se lance quoi qu'il arrive. Donc c'est vrai que ça n'a pas trop plu non plus. Ces exemples-là font que une communication, c'est délicat et que le succès n'est pas forcément au rendez-vous. Et c'est pour ça qu'il faut bien penser la promotion, la communication de l'entreprise. Je reviens là sur notre cours et donc en complément de ce que je vous ai dit
finir notre introduction, donc on ne peut pas se rater sur notre communication. La communication est associée à la promotion dans le terme, dans les 4 P, dans notre marketing mix, donc prix, produit, place, promotion. En français, ça renvoie plutôt à l'idée de bonne affaire, mais en fait, c'est pas forcément que ça. La promotion, c'est vraiment quelle communication, quel circuit de communication vous allez utiliser pour vendre au mieux vos produits. Donc forcément, vous transmettez des messages, vous transmettez des informations plus ou moins utiles, plus ou moins concrètes, mais tout va être utilisé pour favoriser la connaissance de votre entreprise, favoriser l'image de votre entreprise et puis encourager l'achat de vos produits. Alors, on va regarder 4 parties pour ce dernier chapitre. On va regarder d'abord les enjeux de la communication commerciale. Et puis après, on va se focaliser sur la communication appelée communication média. Et forcément, après, on va regarder la communication hors média. Et en 4e partie, on fera une partie spéciale sur le marketing digital, puisque le marketing digital, c'est quand même le réseau de communication qui va être à privilégier aujourd'hui par les entreprises. On commence avec notre première partie sur les enjeux de la communication commerciale. Et la première chose fondamentale à connaître, c'est que quand on réfléchit à la communication, il faut penser aux objectifs, à l'objet et aux cibles. Quels sont les objectifs de votre communication? Donc, qu'est-ce que vous voulez, pourquoi vous voulez transmettre un message, hein? C'est finalement ça un objectif, c'est la raison pour laquelle on va essayer de se lancer dans la communication. Premier objectif, c'est un objectif cognitif, C-O-G-N-I-T-I-F. Donc un objectif cognitif qui sert à transmettre les informations. Donc je veux dire de quoi est conçu mon produit, de quoi est composé mon produit, je veux développer la notoriété de ma marque, je veux me faire connaître. Donc cognitif, on transmet des informations. Deuxième objectif, c'est un objectif affectif. Non seulement je veux transmettre des informations, mais je veux aussi générer des émotions positives sur mon produit. Je veux que les clients soient intéressés et aiment déjà mon produit avant de le consommer. Donc, il faut que je lance quelque chose qui éveille des sentiments. Ah, la pub qui se déclenche. Publicité subliminale. J'enlève ça et je reviens. Bon, ben, je n'ai pas trouvé d'où venait la publicité, mais bon, on va espérer qu'elle ne va pas se remettre en route. Donc, objectif cognitif, on a vu. Objectif affectif, donc je veux créer des émotions positives sur mon produit, mon entreprise. Aujourd'hui, on essaye de générer beaucoup d'affectifs avec le Made in France. Je vous parlais à l'instant d'Yves Rocher. Si on regarde, il y a un petit visuel nouveau. Avec le petit drapeau Bretagne-France en plus, donc il revendique l'origine française alors que ce n'était pas vraiment le cas jusque-là. Troisième objectif, l'objectif conatif, C-O-N-A-T-I-F, et donc là, conatif, c'est l'envie d'influencer le comportement et notamment d'inciter à l'achat. Donc de modifier le comportement de la personne qui a entendu votre publicité pour la pousser à acheter votre produit. Donc ces 3 objectifs vont devoir être réfléchis quand vous créez votre campagne de communication: cognitif, affectif et conatif. Ensuite, on a l'objet du message. Donc l'objet du message, évidemment, c'est ce que vous allez dire. D'accord ? Alors, premier objet, ce sur quoi peut porter ma publicité, ma communication, c'est la communication d'entreprise. Ça va être plutôt une communication globale. La communication d'entreprise, c'est donc une communication qu'on appelle aussi institutionnelle. Elle regroupe l'ensemble des actions de communication qui ont pour but de promouvoir l'image de l'entreprise en direction de ses partenaires. Les partenaires, ça va être les clients, les fournisseurs, les établissements financiers. En premier lieu, les clients, puisqu'on veut qu'ils achètent nos produits. Donc, communication d'entreprise, l'ensemble des actions de communication pour promouvoir l'image de l'entreprise. Et la grande saga qui plaît en ce moment, c'est Intermarché. Et on se rappelle que plus haut, Intermarché faisait partie des entreprises préférées des Français.
Donc depuis plusieurs années même, Intermarché lance une communication vraiment orientée sur les émotions. Il y avait le Père Noël, les enfants, avec la grande sœur qui aidait son petit frère. Il y avait, dernièrement, il y a eu les soignants. Ils accentuent sur le drive avec cette histoire d'amour. Et il y avait la petite fille qui voulait du chocolat. Et en fait, à chaque fois, il y a des codes sonores un petit peu similaires. La dernière publicité, on la reconnaît avec les cris d'enfants, puisque la dernière publicité, c'est Et moi, sur une promotion qu'ils font pour les familles nombreuses. En fait, ils ont toujours les mêmes codes de communication pour que le consommateur il se sente promené dans une histoire un petit peu longue. Ah, il y avait aussi l'histoire du monsieur qui refaisait la sauce tomate de sa femme décédée. Enfin, ils veulent qu'on pleure en fait hein, quand on regarde ces publicités. Voilà, on est assez sensibilisé par l'émotion, voilà. Et ils montrent assez peu finalement le magasin, les produits. Ils accentuent surtout sur les produits frais et pas beaucoup sur les produits Intermarché parce que Intermarché c'est un distributeur mais c'est aussi un producteur. Mais là, ils accentuent vraiment sur de la communication d'entreprise. Nous connaissons le magasin, nous reconnaissons le magasin. Et si un jour vous avez un Super U et un Intermarché comme à Dives-sur-Mer par exemple, face à face, et ben vous irez peut-être à l'Intermarché plutôt qu'au Super U. Deuxième objet possible, deuxième communication possible pour votre entreprise ou votre campagne de publicité par exemple, ça va être sur le produit, évidemment. La communication produit, elle rassemble l'ensemble des actions de communication ayant pour finalité de promouvoir un produit, c'est-à-dire un bien ou un service. Donc toutes les actions de communication pour promouvoir un produit. Là, je vous ai mis l'exemple d'une publicité sur la Clio, par exemple. Donc là, c'est pas une pub pour Renault, c'est une pub pour la Clio. Mais Renault fait aussi de la publicité d'entreprise. Quand ils ont fait une publicité, par exemple, sur leur caractère novateur, avec des gens qui leur disaient à chaque projet, ça marchera jamais, comme pour la Renault Espace, par exemple, ça marchera jamais, ça marchera jamais, ça ne marchera jamais. Et puis montrer que comme ça, ils ont quand même été très novateurs et qu'ils ont fait avancer l'automobile. En tout cas, ça c'est vraiment, pour le coup, la publicité de Clio, c'est une publicité produit. Et puis, il y a aussi une publicité de marque, sans, comment, sans valoriser un produit en particulier, mais globalement, on va faire connaître la marque. Ça s'apparente souvent à la communication d'entreprise, hein, mais les entreprises qui ont plusieurs marques, elles vont vraiment faire la distinction entre les deux. Donc la communication de marque, elle rassemble l'ensemble des actions de communication dont l'objectif est la promotion d'une marque, donc de faire connaître une marque. Nike n'a plus besoin de se faire connaître, mais a toujours besoin de raviver son image auprès des consommateurs potentiels et des consommateurs actuels. Donc le swoosh est reconnu, le just do it il est protégé aussi. Donc voilà, un exemple de publicité de marque. Et puis, troisième élément dans ces fondamentaux, ce sont les cibles. Donc, qui est-ce que vous voulez toucher? Vous vous rappelez, dans l'un des premiers chapitres, on avait vu que la demande, c'était plusieurs personnes. On a le consommateur, celui qui utilise vraiment le produit. Ensuite, on a le prescripteur, celui qui vient conseiller, suggérer l'achat d'un produit ou d'une marque. On a les distributeurs aussi qui sont décisionnaires dans le choix de leur assortiment. Les distributeurs, c'est les entreprises qui vont mettre vos produits en rayon. Et puis, on va avoir aussi des leaders d'opinion qui vont, grâce à leur notoriété, notamment leur activité sociale, ils vont avoir une influence sur les achats des gens. On pouvait rajouter aussi l'acheteur, parce que l'acheteur n'est pas forcément le consommateur. Et si on a touché les enfants avec une publicité, il n'est pas garanti, si on ne donne pas les garanties de sécurité et de qualité à l'acheteur, le parent, il n'est pas garanti qu'il achète le produit. On va pouvoir classer ces cibles hein, selon les segments qu'on a déjà vus, sociodémographiques par exemple, ou selon les besoins et les habitudes. En tout cas, on va essayer de dire, bon, bah, cette forme de publicité-là, elle s'adresse à telle catégorie de personnes. Cette publicité-là, elle s'adresse à telle catégorie de personnes. Et forcément, il va falloir adapter la diffusion.
Il va falloir, si vous avez une publicité pour les 18-25 ans, il faut utiliser quelque chose qui est vu par les 18-25 ans. Si vous faites sur Radio France une publicité pour les 18-25 ans, en général, c'est quand même pas le principal public de ces radios. Donc il ne faut pas se rater là non plus. Alors, quel est le contenu du message publicitaire? Donc, ça se rapproche vraiment à la notion d'objet, mais en fait, on va avoir quand même 4 éléments dans ces objets, 4 éléments sur lesquels il faut réfléchir. Premier élément, c'est la promesse. Quel va être l'avantage que procure le produit, l'entreprise ou la marque? Et donc, on va essayer de créer la motivation. Vous vous rappelez, quand on a regardé l'analyse de la demande, on a parlé des motivations. Et donc, soit on la crée, soit on l'encourage, soit on lève les freins. Vous vous rappelez quand il y avait des freins à la consommation qu'on a vu dans nos premiers chapitres. Donc, la promesse à l'intérieur du message publicitaire. Le message en lui-même, donc qu'est-ce que vous voulez dire concrètement sur votre supermarché, Intermarché? La preuve aussi, c'est important aussi d'essayer de montrer que vous dites la vérité et que vous n'essayez pas de mentir à votre client potentiel ou actuel. Et puis il y a le ton du message, donc c'est la forme sous laquelle est délivré le message. Il y a du ton sérieux, du ton humoristique, plus ou moins luxueux. Là, quand on regarde Serena Williams à l'écran, et ben, on se dit, bon bah voilà, c'est une sportive, c'est une femme forte. Donc voilà, il y a toujours un ton qui est lancé vraiment pour accentuer la publicité. Il y a une publicité qui est rigolote en ce moment, c'est celle de Soch. Je vais vous la chercher et on en discute. Voilà, je vous la lance. Soch présente la série limitée 70 Go de data à 14,99 € par mois, même après un an, sans engagement, sur le réseau mobile Orange. Qu'est-ce que tu fais? J'entoure les infos importantes. Réseau mobile numéro 1. Ah ouais, genre ça? Non, plutôt ça. 70 Go. Numéro 1, 70 Go. Ah ok, j'ai capté. Et vous, quand est-ce que vous fâchez ces choses? Alors, voilà la publicité que je voulais vous montrer. Soch présente la série limitée 80 Go à 15,99 € par mois, même après un an, sur Orange, le réseau mobile numéro 1. Qu'est-ce que tu fais? J'entoure les infos importantes. Réseau mobile numéro 1. Ah ouais, genre ça? Non, plutôt ça. 80 Go. Numéro 1, 80 Go. Ah ok, j'ai capté. Et vous, quand est-ce que vous fâchez ces choses? Le mec, c'est du tout, en fait. Et donc, dans cette publicité, on voit bien le message, c'est il y a une promotion. La promesse, c'est que vous allez avoir quelque chose d'intéressant avec un prix intéressant. La preuve, évidemment, on ne va pas vous mentir sur le prix parce que légalement, ce serait contestable. Et puis, ce sur quoi je voulais accentuer, c'était le ton du message. Soch accentue vraiment le ton humoristique avec des publicités qui ne coûtent pas, et certainement pas extrêmement cher en termes de création, mais en tout cas qui peuvent être retenues et mémorisées par ceux qui les voient. Voilà, alors est-ce que je voulais vous dire autre chose? Donc dans le contenu, on a la promesse, le message, la preuve et le ton, et on est bon. Et on arrive maintenant au plan de communication, et là je vous ai laissé mes notes pour vous éviter d'avoir à tout noter. Et donc le plan de communication, c'est le plan média qu'on évoquait tout à l'heure. Et en fait, quand vous voulez vous lancer dans une communication vraiment institutionnalisée, il faut absolument penser à votre plan média, c'est-à-dire qu'il faut prévoir les choses. Donc c'est un outil stratégique de planification destiné à regrouper tous les supports retenus pour les campagnes publicitaires prévues dans 6 mois à 1 an. Et l'exemple de Yves Rocher tout à l'heure qu'on a vu en début de chapitre, eh bien là Yves Rocher avait prévu de faire ce genre de publicité sur Internet compte tenu de la crise économique et surtout de la crise sanitaire. Et donc tout était prévu, on avait prévu le budget, on avait prévu les visuels, on avait prévu surtout les produits à promouvoir, etc. Donc on va se faire un planning à partir de telle date, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait. Et là Soch, si vous regardez les autres pubs, si vous cherchez publicité Soch dans les vidéos, vous voyez que finalement ils ont toujours le même format, mais que c'est bien délimité dans le temps. Ils ne lancent pas les campagnes au hasard et tout ça c'est réfléchi.
Évidemment, quand vous prévoyez un plan média, il faut prévoir le budget, hein, ça va être coûteux de lancer une publicité, notamment une publicité à la télé, on va le voir après. Donc forcément, il faut prévoir votre budget de communication. Vous vous rappelez, j'y ai fait référence déjà dans le chapitre précédent, je vous ai mis un lien sur l'entreprise Le Slip Français et le coût d'un boxer, par exemple. Eh bien, le coût de la publicité était assez important. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, je vous le remets. Donc, 3,1 euros, c'est la matière. 9 euros, la façon et la fabrication. 1,2 euros, les équipes de conception et de production. La manutention, le stockage, 1,3. Le transport et l'expédition, 1,5. 4,2 euros de marketing et commercialisation. Donc, c'est presque 10% du prix d'achat, je crois. 5,4 les équipes administratives et commerciales et les boutiques, les frais fixes, les frais bancaires et la marge. Donc ils vendent, voilà, 40 euros. Donc 10% du prix passe dans le marketing, c'est pas anodin, c'est pas rien quand même. Donc là, en fait, 3,3% c'est le prix hors taxe et on rajoute la TVA. Donc il faut penser sa communication et il faut la prévoir et il faut prévoir le planning. Et puis évidemment, il va falloir respecter les règles, notamment en France. Hein, vous savez qu'il y a certaines règles liées à la communication. Alors en voici quelques-unes. Première catégorie de règles, c'est sur l'affichage. Vous ne pouvez pas afficher ce que vous voulez où vous voulez. Donc il y a des réglementations sur la taille de l'affichage, la taille des panneaux. Donc les grands panneaux qu'on voit dans certains jardins, les panneaux dans les abribus, tout ça c'est vraiment codifié, on connaît les dimensions. Ensuite, sur l'affichage, notre message doit respecter les obligations de santé publique. Donc, il n'y a pas de publicité pour les cigarettes, par exemple, et les obligations d'ordre public. Donc, vous ne devez pas diffuser des messages qui atteignent les bonnes mœurs ou qui incitent au délit. Donc, vous devez respecter les tailles prédéfinies et vous devez aussi respecter certaines obligations dans votre message. Deuxième catégorie de règles à respecter, c'est sur la publicité comparative. Pendant longtemps, la publicité comparative a été interdite en France, mais elle est autorisée aujourd'hui seulement si vous êtes capable de démontrer que ce que vous dites, la différence entre votre produit et celui du concurrent, elle est vérifiable et quantifiable. Vous avez tout à fait le droit, comme le font les entreprises Carrefour, Leclerc, etc., de comparer les prix et de dire, bah voilà, tel produit, en moyenne, il est moins cher chez Carrefour que chez Leclerc. Ça, c'est possible parce qu'on peut le vérifier. Mais vous ne pouvez pas dire qu'un produit va avoir des effets sur la peau, par exemple, plus que l'autre, si jamais vous n'avez pas de vérification. Et en fait, ça ne va pas être facile parce que même si vous avez beaucoup d'études sur les produits cosmétiques, quand vous regardez vraiment combien de consommateurs ont été interrogés ou sondés, il y a une centaine de personnes, 200 personnes maximum. Et donc, sur 100 personnes, on peut très bien orienter le résultat de l'étude en faveur de Oral-B ou en faveur de Sensodyne, par exemple. Regardez à chaque fois qu'il y a un panel de consommateurs qui est affiché. En général, il n'y a pas énormément de gens qui ont été interrogés. Donc, publicité comparative autorisée mais encadrée. Et puis, il y a certains produits, vous le savez, qui ne peuvent pas faire l'objet de publicité, comme les cigarettes, les médicaments remboursés par la sécurité sociale et l'alcool à la télévision. L'alcool, vous pouvez faire certaines publicités, mais pas à la télévision. Donc là, c'est encore une fois un enjeu de santé publique. Voilà pour notre première partie sur les fondamentaux de cette campagne de communication. Alors maintenant, où est-ce que vous allez lancer votre communication? La première possibilité, c'est de la lancer sur les médias. Là, j'ai fait pas mal de tableaux, donc je vous les ai laissés pour que vous puissiez aller plus vite dans l'assimilation de ce chapitre. Un média, vous le voyez, c'est un moyen de communication qui permet une diffusion large et collective d'informations ou d'opinions. Il y a 6 grands médias de masse qui sont reconnus: la presse, la télé, l'affichage, la radio, le cinéma et Internet. Donc on va regarder tout ça maintenant. Forcément, vous allez choisir
la communication où vous allez choisir votre canal de communication en fonction du coût, en fonction du nombre de personnes que vous allez toucher, puis en fonction de votre cible. Hein. Je vous disais tout à l'heure, c'est pas la peine de mettre une campagne à destination des personnes âgées sur Snapchat ou sur Instagram par exemple. Donc il va falloir adapter tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la télévision? Bon, là, on connaît hein, la pub à la télé, c'est ce que je vous en ai montré plusieurs et évidemment, vous baignez dedans depuis que vous êtes tout petit. Les avantages, c'est que c'est un média puissant qui a une forte audience. Ça apporte de la notoriété puisque on se dit, ou le consommateur se dit, ah bah si c'est une entreprise qui fait de la pub à la télé, c'est qu'elle a quand même une certaine assise financière, elle a les moyens et c'est une entreprise sérieuse. Il y a une attention des téléspectateurs, a priori, ou en tout cas on essaye de les garder captifs, sauf quand il n'en peut plus de la 5e publicité de la soirée et qu'au final il va sur son téléphone et il n'écoute plus les pubs. Mais n'empêche que la plupart des publicités, elles sont au bout d'un moment, à force de répétition, elles sont vues par nos cibles. Bon voilà, après je vous laisse regarder. L'inconvénient, le premier inconvénient, c'est que c'est très coûteux. Et les délais sont longs pour avoir des plages de publicité. Donc ça, il faut intégrer ces délais dans le plan média. Votre message, il doit être visuel sans être trop complexe. Mais il n'y a pas de pub. En fait, à chaque fois, c'est aussi une des règles. Hein, le message que vous diffusez, il doit être simple parce que sinon, on ne le comprend pas. Et du coup, on se dit, ben, oh, c'est bizarre cette pub, ça crée un malaise. Et du coup, ça ne remplit pas du tout son objectif. Les secteurs sont réglementés et la concurrence des plateformes de streaming est importante puisque aujourd'hui on regarde plus les séries par exemple sur des plateformes de streaming qu'à la télé. Enfin, ça se développe en tout cas beaucoup. Et donc voilà, quelques exemples de supports, hein, vous connaissez les chaînes de télé, je ne vais pas revenir dessus. Donc justement pour essayer de faire en sorte que cette publicité ne soit pas trop concurrencée par les plateformes de streaming, eh bien la publicité à la télévision essaye de s'adapter. Je vous montre ça tout de suite. Et vous voyez là un article de fin 2020 qui nous dit que la publicité ciblée arrive sur nos postes de télévision. En gros, ils vont cibler la publicité comme ils le font sur Internet. Vous avez déjà constaté, si vous êtes allé voir un site Internet de vente de chaussures, par exemple, eh bien, vous allez avoir plein de publicités sur vos réseaux sociaux, sur vos fenêtres d'accueil, et plein de publicités qui sont liées à cette recherche que vous avez faite. Et en fait, ils vont essayer d'adapter ça à la télé en utilisant nos box. Et en fait, on va avoir une liaison entre nos cookies et la télé et la box. Et comme ça, les chaînes de télé pourront nous envoyer des publicités ciblées par rapport aux produits qu'on aime d'habitude. Et puis aussi par rapport à la cible. Ils vont pouvoir se dire, bon ben voilà, cette personne, dans ce foyer, ils ont des personnes de tel âge et de personnes de tel âge. Donc on leur envoie des publicités, on leur montre des publicités qui leur correspondent et pas des publicités qui leur correspondent pas. Donc ça c'est intéressant à connaître, à savoir que ça va arriver et ça pose aussi la question de, ben oui, nos données, alors quand on circule sur Internet, tout est diffusé, tout est utilisé, et ben oui, hein, il faut le savoir, il n'y a pas de secret vraiment sur Internet et bon ben voilà, ils savent, sauf si vous êtes en navigation privée, mais en général ils savent ce que vous êtes allé voir et vous le retrouvez sur tous vos écrans à la maison. Ensuite, on arrive à la presse écrite. Et donc, notre presse écrite, elle peut être régionale ou nationale. Et ça peut être aussi de la presse thématique. Bon, évidemment, vous savez ce que c'est qu'un journal, hein, un journal ou un magazine. Donc, l'avantage, c'est qu'il y a plein de supports. Et puis, vous pouvez aussi cibler. Si vous voulez faire une publicité sur des produits de beauté féminins, vous allez peut-être mettre votre publicité dans un journal qui s'adresse à un public plutôt féminin. Si vous avez, et inversement, masculin, voilà, vous essayez peut-être de cibler. Donc, bon ciblage par affinité de lecture, par géographique aussi si c'est régional. Donc, si vous voulez faire juste une publicité régionale, ça peut être intéressant de faire uniquement là où on vend le journal. Donc, dans Nice Matin, par exemple, si vous êtes en région PACA. Les inconvénients, bah, ça va être coûteux à l'échelle nationale, hein, forcément, hein, ça a toujours un prix tout ça. On doit multiplier les supports pour être efficace, pour avoir vraiment une visibilité.
Et puis évidemment, il faut être attentif à la ligne éditoriale du support, parce que si jamais vous lancez une publicité dans un journal qui n'a pas du tout les valeurs et qui lance un article très controversé, eh ben, ça va être compliqué à rattraper en image de marque, parce que le consommateur aura tendance à vous associer à cet article controversé qui a été lancé. Donc voilà, il faut penser forcément à tout ça. Troisième média de masse, c'est l'affichage. L'affichage, je vous en ai parlé, hein, c'est l'affichage dans les rues qui peut se faire sur une grande variété de supports. Il doit forcément être simple, visuel, attractif, avec une accroche ou un slogan fort. Vous allez pouvoir encore sélectionner la zone géographique de votre affichage et donc toucher vraiment les consommateurs potentiels que vous voulez toucher. N'importe quel annonceur peut mettre une affiche, mais il y a quand même des règles à respecter, comme je vous l'ai dit. Hein. La pollution visuelle est souvent décriée. Tout à l'heure, j'évoquais rapidement les panneaux dans les jardins. C'est vrai qu'il y a des gens qui gagnent un peu de sous en acceptant un panneau publicitaire dans leur jardin, mais bon, c'est pas très joli quand même. Donc, voilà. En même temps, dans la rue, vous êtes en train de conduire, donc est-ce que vous allez vraiment voir? Peut-être que la visibilité elle est plus grande sur les arrêts de bus. Voilà, donc on parle de 4 par 3 et puis les affichages dans les gares, les métros, les bus, les caddies aussi, le mobilier urbain, les murs, etc. En tout cas, l'affichage, ça permet aussi de se faire connaître et d'attirer l'œil. Internet, on va en parler maintenant tout de suite, mais on en reparlera aussi après. Donc là, la publicité sur Internet que je veux évoquer avec vous, c'est comme celle sur 20 minutes. Là, on a une publicité qui s'affiche en bandeau. C'est pas la publicité qu'on va ou les offres qu'on va vous envoyer, c'est vraiment les bandeaux publicitaires qu'on peut trouver. Donc là, par exemple, sur 20 minutes, une publicité pour la Fuma, et puis vous êtes allé voir, vous êtes allé chercher des vêtements et paf, vous avez une pub pour Hugo Boss. C'est bizarre. Donc sur Facebook, sur les réseaux sociaux, vous avez aussi des publicités ciblées. Donc en fait, l'annonceur, il va payer Facebook pour que Facebook diffuse sa publicité aux personnes qui vont être potentiellement intéressées. Facebook vend et comme tous les réseaux sociaux, ils vendent vos données vos données commerciales aux annonceurs. Évidemment, c'est incontournable aujourd'hui de faire de la publicité ou de penser à faire de la publicité sur Internet si on veut se lancer dans une campagne de pub. C'est très interactif, ça permet un bon ciblage, c'est moins cher quand même que la télé ou autre. L'efficacité, elle est rapidement mesurable parce que vous voyez le nombre de clics, puisque quand on clique sur la publicité, on accède au site. C'est souple, c'est accessible 24 heures sur 24, donc c'est quand même assez bien, assez porteur. C'est pas forcément adapté à toutes les cibles. Est-ce que les seniors vont être sensibles à ces publicités? Ça dépend, il faut vraiment faire attention à ça. Évidemment, la publicité sur Internet, vous et moi, on en a marre, donc ça semble intrusif et il y a un risque de saturation et d'agacement de la cible. Le cinéma aussi, quand ils auront réouvert, eh bien c'est aussi un média qui est utilisé pour la publicité, hein, donc c'est plutôt urbain, la part des seniors évolue, donc on arrive à toucher pas mal de monde et puis au moins quand on va au cinéma, eh ben, on est vraiment captif pour le coup, hein, on a une attention forte. On peut aussi sélectionner. Vous avez vu au cinéma, quand on pouvait y aller, vous aviez des publicités nationales, mais vous avez aussi des publicités locales pour le petit commerçant de la ville ou vraiment quelque chose de ciblé. Vous ne pouvez pas zapper quand vous êtes au cinéma, donc un peu obligé de regarder la campagne. C'est un coût élevé pour les campagnes nationales, un petit peu plus abordable pour les campagnes locales. Il y a des délais aussi. Et le public est assez jeune, donc il faut adapter, hein, ça ne peut pas convenir, mais il faut faire attention aussi à mettre une publicité adaptée au film que vous allez voir. Si vous avez un film pour enfants et puis que vous mettez une publicité qui est clairement pour adultes ou qui est inadaptée avec des scènes que les enfants ne peuvent pas comprendre, là c'est un petit peu raté, parce que même les parents ils vont se dire qu'est-ce que c'est cette pub, et du coup ça crée un malaise qui n'est pas favorable à votre entreprise. Donc, vous avez des régies publicitaires comme Mediavision, et ça, vous l'avez certainement vu, et si vous ne l'avez pas vu dans les jingles de cinéma, vous le reverrez et vous repenserez à ça.
Et puis il y a la radio aussi, la radio qu'on va écouter beaucoup dans sa voiture, hein. C'est un média qui reste ancien mais bien ancré dans les habitudes des Français. Et il y a 40 millions de personnes qui écoutent la radio chaque jour, donc, ou au moins une fois par jour, donc c'est intéressant de se pencher. Et donc si jamais on a accès à une communication pour les jeunes sur certains réseaux, il faut aussi penser à cette population qui a un fort pouvoir d'achat à la radio et qui écoute la radio. Donc je peux faire des offres ponctuelles et promotionnelles, je peux cibler géographiquement. La publicité qu'on entend ici en région parisienne, c'est pas la même que celle que vous allez entendre à Bordeaux par exemple. Vous avez une audience large et le coût est plus faible que pour la publicité à la télé. Par contre, pareil, les auditeurs, s'il y a de la pub, en général, ils vont zapper, surtout maintenant dans les autoradios, on peut appuyer rapidement, donc voilà, il ne va pas être forcément extrêmement captif, ça reste un coût, évidemment, et puis, en général, ça nécessite le couplage avec un support visible. Alors, je vous ai mis une publicité qui passe souvent sur nos radios en Ile-de-France. Il y a Nissan Bayard avec Madame Lafranchi. Et je crois qu'ils ont changé, c'est plus Nissan, c'est Hyundai. Enfin, Madame Lafranchi, c'est une personne concessionnaire de voitures. Et régulièrement, on entend ces publicités à la radio. Et puis, les cuirs et fourrures du front de scène aussi, c'est quand même une publicité qu'on entend beaucoup en région parisienne. Bien. Mais eux, ils ne couplent pas avec un autre média de masse. On n'a pas de pub à la télé pour eux et puis on n'a pas de pub visuelle pour eux. Alors, je vous ai mis des documents sur les audiences des radios. Donc, vous voyez, en millions d'auditeurs, l'audience cumulée de janvier à mars 2020. Et donc, la radio la plus écoutée en France, c'est France Inter. Après, on a RTL, Énergie, France Info, Skyrock, RMC, France Bleu, Nostalgie, Europe 1, RTL2, etc. Ces radios et les chaînes de télé, elles sont financées en grande partie par la publicité. Donc, elles ont intérêt à ce que des annonceurs viennent leur acheter des encarts publicitaires. Là, dans ce document-là, c'est combien ça va vous coûter. Donc, vous voyez, vous avez la tranche horaire, grille tarifaire des messages publicitaires classiques, base 30 secondes, donc 30 secondes de pub, combien ça vous coûte. Et donc, vous voyez que le plus cher, c'est sur la plage du matin, puisque 30 secondes entre 7h et 9h, ça va vous coûter plus de 10 000 €. Donc, c'est quand même un sacré coût. Pour comparer avec la pub, je vais vous montrer d'autres sites internet. Alors voilà, un premier site internet, je vous ai mis le lien, hein, et donc il nous parle de la GRP, donc le Gross Rating Point, pour évaluer si on cible la bonne audience et donc connaître son rapport qualité-prix. Donc là, ils évoquent ça, hein, est-ce que vous avez toucher la bonne personne, et donc quelques notions de prix. Donc vous pouvez alors regardez, les chaînes de la TNT, de la régie TF1 sont plus abordables puisque le budget minimum à investir est compris entre 10 000 € hors taxe et 15 000 € en fonction des chaînes de la TNT. Si vous souhaitez investir sur TF1, il faut au minimum investir un budget de 30 000 € pour lancer votre campagne de publicité sur TF1. Donc voilà, je vous laisse lire si si ça vous intéresse, mais en tout cas, l'idée, hein, vous avez conscience que 10 000 € c'était le plus cher pour la radio, alors que 10 000 € c'est le prix d'entrée sur la télé. Autre source que je voulais vous montrer, c'est le site de TF1. Et en fait, TF1 a un site assez bien fait. Et comme je vous l'ai dit, ils ont besoin des annonceurs. Donc, ils essayent de les attirer au maximum. 2 minutes de vidéo pour voir l'aide que TF1 peut vous apporter. Et si vous passiez à la télé? Vous êtes dirigeant ou créateur d'entreprise, petite ou grande, et vous voulez faire de la pub en télé ou sur le digital? Rien de plus facile. TF1 Pub crée pour vous la box entreprise. La box entreprise, c'est l'outil en ligne qui vous aide à construire votre campagne dans l'univers TF1 en fonction de vos objectifs. Dès 5 000 €, c'est possible. Et depuis votre ordinateur, c'est facile. Ultra simple et efficace. La preuve. Sur la box entreprise, vous pouvez construire votre campagne de pub autour des programmes du groupe TF1. Selon votre problématique, indiquez votre principal objectif. Vous pouvez choisir à quelle cible socio-démographique vous voulez vous adresser. Il y en a plusieurs à votre disposition.
Indiquez si vous voulez communiquer sur toute la France ou en local. Si vous préférez un plan média TV, digital ou les deux. À vous de remplir votre budget et la période à laquelle vous souhaitez communiquer. La box entreprise vous propose les chaînes les plus pertinentes en fonction de votre cible et les moments à privilégier. Mais si vous voulez choisir vous-même vos écrans et vos jours de diffusion, c'est aussi possible. Si vous avez déjà un film, c'est presque fini. Sinon, on peut vous accompagner. Ensuite, c'est à nous de travailler. La box entreprise recherche les meilleurs écrans. Et hop, voici le plan média. Vous pouvez observer la répartition de vos spots ou regarder de près votre plan, spot par spot. Et vous n'avez plus qu'à cliquer ici pour passer votre commande. Et si vous avez besoin, à tout moment, notre équipe commerciale est là pour vous aider. En gros, tout pour vous simplifier la vie. Alors, qu'attendez-vous pour vous lancer ? Enfin, vous voyez qu'ils essayent vraiment de tout mettre en œuvre pour inciter les annonceurs, pour inviter les annonceurs sur leur chaîne. Vous avez vu aussi, il y a dans les fourchettes de prix qu'ils proposent, ça va jusqu'à 300 000 €. Et puis, dans le premier prix qu'ils montrent là, c'est plutôt de l'ordre de 7 000. Alors, est-ce que à 7 000, on a une publicité sur TF1? Je pense pas, on aura plutôt une publicité sur les chaînes de la TNT. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur notre deuxième partie avec la communication média. Et on arrive à la troisième partie sur la communication hors média. Donc la communication hors média, elle passe par d'autres moyens. Ça va être le marketing direct, la promotion des ventes, les relations publiques, les foires et les salons, le sponsoring et le mécénat, les réseaux sociaux et les annuaires et les guides. Donc, on va distinguer, nous, deux grandes sous-parties là-dedans. On va regarder la communication mise en place dans la durée et après, on regardera la communication ponctuelle. Donc, dans la communication mise en place sur la durée, on a ce fameux marketing direct ou mercatique direct en français. Donc, le marketing direct, c'est l'ensemble des techniques et outils permettant de s'adresser directement aux consommateurs et souvent de manière personnalisée. Les objectifs, ça va être de conquérir les clients, mais aussi de les fidéliser en s'appuyant sur la possibilité de personnalisation de cette technique. Et l'exemple qu'on a, c'est Yves Rocher. Si vous avez la carte Yves Rocher, vous recevez vos petites cartes périodiquement avec les produits que vous aimez bien acheter, la promotion qui va bien, etc. Et puis le petit cadeau plus Made in China qui va vous inciter à venir parce que quand vous allez consommer chez Yves Rocher, non seulement vous avez des produits bons pour la nature, mais en plus vous allez avoir le petit cadeau en plus. Donc, si on réfléchit sur cette mercatique direct, c'est 30% des dépenses de communication et du coup, c'est vraiment une forme de communication importante à utiliser. Les outils les plus communs, ça va être le mailing ou le public postage. Donc ça, c'est l'exemple que je vous donnais à l'instant sur Yves Rocher. Un mailing, c'est une campagne de marketing direct qui consiste à envoyer une proposition commerciale plus ou moins personnalisée par voie postale à un ensemble d'individus ciblés. Donc, je leur envoie des offres rien que pour eux et des offres adaptées à ce qu'ils ont déjà acheté et à leur centre d'intérêt. Donc, je peux l'envoyer par courrier postal ou par mail aussi. Mon objectif, c'est de provoquer une réponse, soit une commande, soit une prise de rendez-vous, soit une demande de catalogue. Deuxième outil du marketing direct, c'est le SMS et le MMS. Et vous avez peut-être, pareil, si vous avez la carte de fidélité, vous avez reçu le message de Camailleux qui vous dit qu'il y a des soldes et des ventes privées et qui vous invite à venir de telle date à telle date pour bénéficier de promotions spéciales. Donc, vous avez, ça c'est très très répandu aujourd'hui, c'est une technique qui permet de toucher directement, et puis les SMS on les lit. Donc c'est beaucoup plus, on est beaucoup plus captif. On va ah bah oui j'ai eu un SMS avec telle offre si jamais j'avais un début de besoin, ça va peut-être finir de me convaincre d'acheter. Autre outil de marketing direct, c'est l'appel téléphonique. On va vous appeler directement. Bonjour, c'est votre conseiller Yves Rocher pour vous vendre des produits, pour essayer de savoir où vous en êtes dans votre demande. Alors, ça fonctionne évidemment, mais pareil, il y a un risque de saturation et souvent, les personnes qui appellent, elles ne sont pas toujours très bien reçues, alors que, elles font un métier qui est quand même difficile, mais la prospection téléphonique, c'est quand même un métier qui existe, qui est très
répandu et qui va permettre à l'entreprise de vendre. Et puis vous pouvez envoyer aussi des imprimés sans adresse, comme les catalogues de Noël, hein, que vous mettez, vous dupliquez, vous les diffusez, vous les faites mettre dans les boîtes aux lettres par des personnes. Et bon, bah ça, c'est une communication qui est vraiment beaucoup utilisée, mais elle a moins bonne presse aujourd'hui avec les dispositifs Stop Pub, où là les gens demandent à utiliser moins de papier. Donc c'est toujours très utilisé, mais pas très à la mode, on va dire. Et puis, deuxième communication dans la durée, ce sont les relations publiques. Les relations publiques, c'est la communication institutionnelle, donc plutôt sur l'entreprise, hein, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Donc, dans cette communication institutionnelle, l'entreprise, elle informe ses publics sur ses activités, ses produits, ses projets, sa culture, ses dirigeants. Donc, elle va donner toutes les informations, même sa comptabilité, sa gestion à tous ceux qui pourraient être intéressés. Cette communication, elle peut se faire en interne et en externe. Donc, on va avoir un livret d'accueil pour toutes les personnes qui arrivent dans l'entreprise, par exemple, le journal de l'entreprise, des newsletters d'information pour savoir. On va valoriser les personnes qui ont eu une belle réussite professionnelle sur la période. On va essayer de créer comme ça une image interne de l'entreprise favorable qui motive les personnes qui travaillent dans l'entreprise. Ça peut être aussi des réunions, des formations, ça peut être diffusé par intranet et ça va être aussi des séminaires, des colloques. Donc là, on essaye de mettre nos salariés dans une ambiance, d'une bonne dynamique de réussite pour qu'ils aient envie de réussir encore. Et puis au niveau externe, on peut avoir les newsletters d'information, les dossiers et les relations de presse, les catalogues, c'est aussi un élément de relation publique, les courriers, les cartes de visite, les flyers. Et on peut avoir les bilans annuels aussi. Il y a beaucoup d'entreprises qui diffusent leur bilan annuel. Et là, la cible, c'est leurs investisseurs, les actionnaires qui ont placé de l'argent dans l'entreprise et qui ont le droit d'avoir une information sur l'utilisation de leur argent. À l'oral, ça peut être des communiqués ou des conférences de presse. Parfois sur BFM Business, il y a des patrons d'entreprise qui viennent parler de leur entreprise. Et puis, ça peut être aussi digital par des blogs, des newsletters, les réseaux sociaux, etc. Donc là, on a vraiment une communication institutionnelle pour parler de l'entreprise. Ça peut être aussi des opérations événementielles, des portes ouvertes, des participations à des salons professionnels, on va en reparler après. Et le sponsoring et le mécénat, on va en reparler après aussi. Donc là, l'objectif des relations publiques, c'est de donner une bonne image de l'entreprise en général pour que les partenaires potentiels dont on a besoin pour survivre soient intéressés dans la vie de l'entreprise. Ensuite, on peut avoir de la publicité dans les annuaires et guides. Alors ça, on ne le voit plus beaucoup. On peut avoir des encarts publicitaires dans les pages jaunes, par exemple. On payait plus cher pour avoir un encart visuel pour parler de son entreprise. Et un autre élément, c'est le placement de produits. Alors le placement de produits, en fait, ça se fait beaucoup dans les productions visuelles, audiovisuelles, les films, les séries. Et donc, on a des annonceurs qui payent les producteurs ou qui payent les réalisateurs du film pour que leurs produits soient visibles. Et donc, l'exemple même du film Sandwich, c'est Les Visiteurs 2. La voiture, dans les Visiteurs 1, la voiture c'était une Safrane c'était Valérie Lemercier en plus. Et puis la voiture, elle change. C'est une Passat dans le 2. Et vraiment, le film Les Visiteurs est un peu réputé, Les Visiteurs 2 en tout cas, réputé pour avoir vraiment abusé du placement de produits. Donc là, vous voyez sur cette petite image, il y a 3 produits, KFC, Vittel, Pizza Hut. Est-ce qu'on en voit d'autres? Peut-être de manière subliminale, les livres en tout cas. Bon, on ne les voit pas de si près que ça. Le mieux, c'est de se limiter à environ 10 marques pour un seul film. Hein. Donc là, il y en a un petit peu plus sur les Visiteurs. Vous voyez, La Poste, bon, là,
la liste des marques, c'est pas bien mise. Donc La Poste, Renault, Courtepaille, une entreprise de déménagement, Lacoste, Arte, Artwood, Juvamine, Chanel, Range Rover, EDF, Avis, Tonon, Visa. Et donc, en fait, donc ça, c'était rien que dans les visiteurs. Donc déjà, il y en avait pas mal. Et dans les visiteurs 2, même, il y a une réplique sur Crunch. Et finalement, il y a plein de marques qui sont citées dans ce film-là. Ce qui fait un peu trop, d'accord? Donc, le placement de produit, vous l'avez compris, c'est le fait qu'une entreprise paye pour que son produit soit valorisé dans une production cinématographique ou dans une série. Et donc, évidemment, ça doit rester subtil. Et quand c'est plus subtil, eh ben, c'est vu tout de suite. Maintenant, vous avez un marquage visuel, la lettre P marquée en bas à droite de l'écran. Ça veut dire qu'il y a du placement de produit dans ce que vous êtes en train de regarder. Ensuite, on passe à notre deuxième sous-partie sur la communication ponctuelle. Et dans cette communication ponctuelle, en fait, on va avoir des communications qui vont être limitées dans le temps. Première communication ponctuelle, ça va être la promotion des ventes. Donc, cette promotion des ventes, elle consiste à proposer au consommateur une offre privilégiée sur une durée limitée pendant laquelle il obtiendra de meilleures conditions qu'en temps normal. Donc là, on est vraiment dans l'aspect promotion. D'accord? On va faire des prix plus bas que d'habitude ou autre chose. Donc, cette promotion ou cette condition particulière, elle peut porter sur le prix, donc une réduction immédiate ou sur le prochain achat ou une offre sur la carte de fidélité. Et ça peut être sur la quantité de produits qu'on obtient pour le même prix, donc la vente par lot, l'échantillon, et on peut aussi vanter les services associés aux produits. L'offre satisfait ou remboursée, la livraison gratuite. Donc ça, tout ça, ça fait partie d'une optique de promotion. Venez chez nous, pendant ce temps, vous paierez moins cher à l'unité que d'habitude, ou en tout cas, vous en aurez plus pour le même prix. Alors, quelles sont les différentes techniques pour communiquer sur la promotion des ventes? La première, ça peut être la publicité sur le lieu de vente. Et en fait, quand vous rentrez dans une enseigne, vous avez parfois des vitrines, des affichages qui vont vous dire les promotions. Même dans le rayon, vous avez promotion. Vous avez nouveauté, vous avez lot, la vente en lot, etc. Donc, la publicité sur le lieu de vente n'est pas à négliger non plus. J'ai oublié de vous dire quelque chose sur la communication institutionnelle. C'est pas grand-chose, mais je voulais vous le dire quand même. Dans cette communication-là, vous devez veiller à être cohérent et utiliser toujours le même logo, toujours la même police, toujours le même ton, etc. Donc, si vous voulez ne pas vous perdre dans l'esprit de vos partenaires institutionnels, eh bien, il faut absolument que vous gardiez une grande cohérence dans l'utilisation des logos, l'utilisation de la communication. Je reviens là où on en était. Alors, on en était à la promotion des ventes. Donc, je vous ai dit plusieurs techniques. La première, c'est la PLV, la publicité sur le lieu de vente. On peut aussi avoir des ventes à prime, c'est-à-dire on va essayer de... Donc, on vend un produit en l'associant avec des petits cadeaux, comme je vous ai dit tout à l'heure avec Yves Rocher. Si vous achetez, vous aurez ça en plus, vous aurez tel échantillon. Ça, c'est longtemps ce qu'il n'y a plus dans les pharmacies, non, chez les parfumeurs. Comme ça, quand on allait acheter un parfum, on savait qu'on allait avoir un petit cadeau en plus, des échantillons. Vous pouvez avoir des offres sur le prix, on va vous proposer des promotions, des réductions de prix. Vous pouvez aussi avoir des jeux, des loteries, des concours, ça se fait beaucoup aussi. Il y a un concours, notamment sur les réseaux sociaux, on le voit. On fait un concours et puis la personne qui gagne, eh bien, elle a gagné tel produit ou telle remise. Et puis aussi, on peut avoir, là je viens de vous l'évoquer, les techniques d'essai. On crée des échantillons, on diffuse des échantillons pour faire connaître nos produits et montrer qu'ils atteignent les objectifs qui se sont fixés. Bien, donc promotion des ventes avec plusieurs techniques, PLV, vente à prime, offre de prix, jeux, loterie et concours et les techniques d'essai. Ensuite, dans cette communication ponctuelle, on peut avoir la communication événementielle, dont font partie le sponsoring et le mécénat. La communication événementielle, c'est une communication qui repose sur l'organisation ou la participation de l'entreprise à des événements. Donc vous allez vous lancer et être là, annoncer, avoir des bannières à votre nom dans les événements. Alors par exemple, on avait eu, je vais vous le chercher,
Donc par exemple, il y avait cet événement là où Ty Chris sautait du premier étage de la Tour Eiffel. Donc là, c'est il y a déjà 10 ans. Mais vous voyez déjà Red Bull, vous avez vu les annonceurs au départ. Et donc c'est un événement auquel, une grosse promotion pour Red Bull notamment. Vous voyez tous les sponsors sur son casque. Ah, puisque ça dure longtemps. Ah non, ça dure pas trop longtemps. Voilà, donc un événement très très important. Mais en tout cas, voilà, il a servi à faire promouvoir pas mal de marques. On continue. Et donc, dans cette communication événementielle, on a le sponsoring ou le parrainage. Et donc, dans cette idée de parrainage, c'est-à-dire sponsoring et mécénat, c'est le fait d'associer le nom de l'entreprise à un événement en contrepartie d'un soutien financier ou matériel. Le sponsoring, c'est essentiellement le domaine sportif, donc c'est du parrainage dans le domaine sportif. Et le mécénat, c'est plutôt sur le long terme, avec des activités variées sur la recherche, les arts, les sciences. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui créent leur fondation. La fondation Louis Vuitton, par exemple, la fondation Total, la fondation, etc. Donc, vous pouvez avoir des mécénats comme ça, mais des entreprises aussi qui vont donner de l'argent à différentes causes. Total, par exemple, fait du mécénat vers l'Institut Pasteur pour la recherche contre les maladies infectieuses. Et on sait que BNP Paribas sponsorise le tournoi de Roland-Garros. Donc c'est la même idée, c'est du parrainage, on donne de l'argent pour avoir une visibilité, mais de situations différentes. Là, je vous ai mis un exemple de street marketing qui est encore un petit peu différent, puisque là, vous allez vraiment vous faire connaître. Donc là, c'est plutôt de la communication événementielle et vous allez vous faire connaître avec un clin d'œil qui va attirer à vous l'attention des personnes qui ont vu votre clin d'œil. Donc là, Monsieur Propre qui avait repeint une bande d'un passage piéton. Donc cette participation, elle se fait souvent sous la forme de dons. Hein. Donc si on revient sur le parrainage, c'est souvent de l'argent ou des moyens humains ou matériels qui sont donnés. Évidemment, il faut que l'utilisation de cette communication événementielle, elle corresponde à l'image de votre produit. Donc là, on voit bien Monsieur Propre, on imagine que la bande, elle a été lavée avec Monsieur Propre. Tout à l'heure, avec Ty Chris, c'était des marques qui se voulaient dynamiques et jeunes, etc. Donc, on a toute une réflexion et une cohérence à mettre en place pour vraiment que notre campagne elle soit réussie. Autre chose que vous connaissez plutôt en tant qu'étudiant ou ancien lycéen, les foires et les salons. Donc vous êtes peut-être allé au salon de l'étudiant et vous avez vu au salon de l'étudiant des entreprises ou des organismes de formation publics mais aussi privés qui venaient se faire connaître. C'est cette logique-là. Les foires et les salons, c'est des manifestations commerciales qui permettent des rencontres de professionnels dans un domaine d'activité déterminé. Et une foire, on a plutôt la notion de manifestation commerciale ou attractive qui va parfois avoir des thématiques particulières, donc comme la foire de Paris par exemple. Et le salon, c'est plutôt des spécialistes d'un même secteur économique pour développer une activité. Donc vous pouvez avoir le salon du mariage, le salon nautique, le salon de l'agriculture. Là, l'objectif de votre entreprise quand vous participez à des foires et des salons, c'est de vous faire connaître, de trouver des prospects, de trouver des partenaires aussi, de nouer des partenariats, et puis de connaître vos clients aussi, de connaître la demande, parce qu'il y a des consommateurs potentiels qui vont venir sur le salon. Rencontrer aussi des prescripteurs, rencontrer des personnes qui vont dire « Ah, ce produit-là a l'air bien, je vous conseille de l'acheter ». Et puis ça vous permet aussi de savoir ce que fait la concurrence et d'identifier des nouveaux fournisseurs. Donc on a vraiment tout un secteur d'activité qui se regroupe et on va pouvoir comme ça améliorer notre connaissance du marché.
Quatrième communication ponctuelle, c'est la communication de crise. Donc, je vous ai déjà donné l'exemple du slip français, mais vous avez peut-être entendu l'année dernière un scandale qu'ils ont eu à affronter. En fait, il y a eu des salariés qui ont fait une soirée privée, mais dans cette soirée privée, il y avait clairement des propos ou des comportements racistes, et ils ont diffusé cette vidéo sur les réseaux sociaux en public. Et sur les réseaux sociaux, ces mêmes réseaux, on pouvait clairement identifier qu'ils travaillaient pour l'entreprise Le Site Français. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui ont appelé au boycott de la marque. La marque qui essaye depuis plusieurs années de valoriser le Made in France et tout, paf, ils se sont retrouvés mêlés à ce scandale, initialement venu de leurs salariés, mais qui était complètement indépendant d'eux. Donc ils ont été obligés de faire ce communiqué, donc cette communication de crise officielle. Nous sommes choqués, nous condamnons fermement ces actes. Nous prônons et prônerons toujours des valeurs d'égalité et de respect qui sont opposées et qui sont à l'opposé de ce comportement. Toute manifestation raciste ou à caractère discriminatoire n'est pas acceptable pour notre entreprise. Les salariés concernés ont été convoqués et sanctionnés par la direction. Nous avons rassemblé tous les employés pour réaffirmer nos valeurs d'égalité, de respect et rappeler la responsabilité de chacun dans son rôle de citoyen, dans la sphère publique comme dans la sphère privée. Et donc, les salariés ont été sanctionnés dans leur monde professionnel pour quelque chose qu'ils avaient fait au niveau personnel. Pourquoi? Pourquoi le slip français a le droit de faire ça? C'est que leurs agissements privés ont eu un retentissement sur l'entreprise elle-même. Donc là, il faut vite réagir en cas de crise de cette sorte et vite faire des communiqués. Qu'est-ce que je voulais vous dire en tout cas? Donc la communication de crise, c'est l'ensemble des actions de communication mises en place pour lutter contre des événements imprévus. Des accidents, une pollution, un rappel de produits, un buzz négatif, comme c'est l'exemple du slip français, qui peuvent mettre en péril une entreprise et se transformer en désastre en termes d'image. Alors donc, si jamais il y a une crise, l'entreprise, elle doit réagir. Première possibilité, c'est reconnaître l'erreur. Donc, je le dis à mes clients que je porte un intérêt tout particulier à leurs revendications. Je me suis trompée, c'est une erreur, je m'en excuse. Après, on peut aussi faire du dialogue, de l'argumentation pour expliquer pourquoi ça s'est fait comme ça et pas autrement. Et puis aussi, évidemment, il va falloir faire des actions de correction pour pallier au problème. Donc là, les actions de correction, c'est on sanctionne les salariés concernés. Et là, on a un métier que vous allez peut-être pratiquer dans quelques années, c'est le métier de community manager qui va être en première ligne face à ces bad buzz, puisque ces bad buzz, ils se font beaucoup sur les réseaux sociaux. Et donc le community manager, il doit veiller au contenu de ces messages et faire attention à ce que l'image de l'entreprise ne soit pas ternie. Et quand il repère quelque chose qui gonfle comme ça, un bad buzz qui gonfle, eh ben, il doit tout de suite alerter pour que l'entreprise elle fasse une communication de crise et réponde correctement au problème. L'idéal, évidemment, c'est d'anticiper les crises en mettant en place des veilles informationnelles, comme on l'a déjà évoqué. On en a fini avec cette troisième partie, on arrive maintenant à la quatrième partie sur le marketing digital. Donc là, on regarde vraiment ce qui se passe sur Internet. Il y a plusieurs canaux digitaux qu'on va évoquer, mais on regarde ce premier document où on voit l'évolution en quelques années de l'utilisation des canaux digitaux. Et en fait, les canaux traditionnels comme la télé ou ce qu'on évoquait tout à l'heure, le courrier, le face-à-face en magasin, ça tend vraiment à baisser. Et maintenant, on a beaucoup plus d'évolution des canaux digitaux. Et même en plus, ce document n'est pas très récent, donc aujourd'hui, on peut imaginer que la communication digitale est vraiment majoritaire par rapport à la communication traditionnelle. Dans ce 13e document, je vous propose de regarder une interview d'un ancien étudiant de l'université de Cergy qui est devenu responsable de la communication digitale à la Poste. Et donc là, il nous dit que dans son métier, il va parler de brand content, donc de contenu de marque, des réseaux sociaux, de l'e-influence, des sites web, de l'e-CRM. Donc le CRM, c'est le Customer Relationship Management, la collecte de data, de données, qu'on évoquait tout à l'heure dans le cadre de la publicité ciblée. Et donc le but, c'est de rendre la banque postale désirable et de vendre leurs services.
Après, ici, ils te disent différents réseaux sociaux et puis différents contenus aussi qu'ils ont mis, comme le compte Instagram qui s'adresse plutôt aux jeunes de 18 à 25 ans avec des contenus spécifiques, mais aussi l'utilisation de YouTube. Donc en fait, ils essayent vraiment de diversifier la communication de la banque postale. Alors comment ça se passe cette communication digitale? Non, avant de passer au grand A, je voulais vous donner des définitions. Le marketing digital, c'est donc aussi le marketing numérique. C'est l'ensemble des techniques marketing utilisées sur les supports et canaux digitaux. Logique. Donc on l'a compris qu'il est en train de prendre la majorité sur le marketing traditionnel et donc il y a plusieurs techniques qui vont être utilisées et des techniques qui vont être plus ou moins interactives mais qui vont rendre l'interactivité beaucoup plus possible que les canaux traditionnels. Alors les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on sait bien que les réseaux sociaux regroupent des milliards d'utilisateurs et les utilisateurs ne payent pas pour s'inscrire sur les réseaux sociaux. Donc, c'est qu'ils deviennent le produit. C'est eux qui sont vendus sur les réseaux sociaux. Donc, regardez avec moi ce schéma. Donc là, on a les utilisateurs en France, les utilisateurs dans le monde. On a 2,6 milliards de personnes qui utilisent Facebook, 38 millions en France, plus de la moitié des Français. WhatsApp, 31 millions en France, 2 milliards à l'étranger. En tout dans le monde, Instagram 20 millions, Snapchat, Twitter, LinkedIn, Pinterest, TikTok aussi qui grimpe aussi depuis plusieurs mois. Donc beaucoup de personnes vont être touchées par notre publicité, notre communication sur les réseaux sociaux. Alors comment je vais pouvoir être présent sur les réseaux sociaux? Première possibilité, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, la publicité sur Internet en achetant des encarts publicitaires. Donc la FUMA que je vous montrais tout à l'heure, on va avoir des bannières. Deuxième aussi chose à faire, c'est de créer ses comptes institutionnels pour communiquer avec ses consommateurs le plus massivement possible. Alors évidemment, toutes les entreprises n'ont pas intérêt à faire ce genre de choses. Si vous avez une entreprise de plomberie, vous n'allez peut-être pas forcément avoir un compte institutionnel. Bien qu'il y a de plus en plus d'artisans qui se lancent aussi pour montrer leur création et se faire connaître comme ça. Alors, bon, là je reviens sur une grande entreprise avec Burger King. Et donc là, on a la page Burger King de Facebook. Donc avec le message « Restez chez vous », ça c'était l'année dernière. Ensuite, on a l'Instagram de Burger King. Et puis, qu'est-ce que je vous ai mis aussi? Donc là, ils cherchent à ce que les consommateurs ajoutent eux-mêmes du contenu, parce qu'on va essayer de créer notre communauté, notre marketing tribal, faire en sorte que les consommateurs nous montrent aussi qu'ils aiment leur burger et que même s'ils ne peuvent pas aller chez Burger King, ils continuent à manger du burger. Là, je vous ai mis aussi la communication sur Twitter. Donc, on a toujours, hein, comme je vous disais, cohérence. Surtout, il ne faut pas qu'il y en ait un qui fasse sérieux et l'autre qui fasse plus léger. En fait, il faut vraiment être cohérent dans sa communication, même si elle est très, très variée. Citez ce tweet avec le burger que vous allez prendre à la réouverture, histoire qu'on anticipe les stocks. Donc, vous voyez qu'ils incitent vraiment à la participation. Déjà un mois sans la moindre erreur de commande. Et donc là aussi, ils accentuent sur l'humour. Ensuite, vous allez pouvoir essayer de faire du viral, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on parle de vous sans que vous ayez à payer pour qu'on parle de vous. Donc, la mercatique virale, c'est l'ensemble des techniques s'appuyant sur des supports permettant une propagation exponentielle d'un message. Et donc, on sait que c'est le propre des réseaux sociaux qui vont créer des buzz, comme on l'a évoqué à l'instant. Donc, comment je peux essayer d'encourager mon marketing viral? Première possibilité, le bouche à oreille. Et en fait, le marketing viral, ce bouche à oreille, il peut très bien être sur les réseaux sociaux. J'ai utilisé tel produit, j'ai bien aimé, j'ai testé, je vous le recommande, etc. Donc, le bouche à oreille, c'est la transmission d'avis, d'opinions concernant un produit, une marque ou une entreprise. Ce bouche à oreille, il est super important aussi de manière traditionnelle. Si vous cherchez un dentiste, vous allez demander autour de vous qui me recommande son dentiste, qui a un bon dentiste à me recommander, et ça va vous permettre de faire votre choix. Il y a beaucoup aussi de groupes Facebook sur les villes. Tu sais que tu viens de Cergy-Camp, tu sais que tu viens de telle ou telle ville Caen. Et parfois, ça dépend du ton donné dans ces groupes, mais parfois, dans certains de ces groupes,
on va avoir des recherches de professionnels qui vont se faire. Et donc ça, c'est important pour l'entreprise de veiller à ce que tout ça, ça lui fasse une bonne publicité. Ensuite, on a le buzz. Et le buzz, ça peut être une technique de communication dont l'objectif est de faire parler d'une marque, d'une entreprise ou d'une offre et d'entraîner la diffusion extrêmement rapide de ce message. Donc pour générer un buzz, il faut créer un événement hors du commun, original, créatif, décalé, et qui va faire en sorte qu'on parle de la marque. Évidemment, il faut que ce buzz il soit positif et que on ait une information positive qui soit diffusée. Si c'est une marée noire provoquée par un pétrolier Total, forcément ça fait le buzz, mais ça ne sert pas beaucoup l'entreprise Total. Et ensuite, on a le content marketing, c'est-à-dire le marketing de contenu. Tout à l'heure, on en a parlé dans l'article sur la banque postale. Ce content marketing, il consiste à fournir aux clients ou aux prospects, ou en tout cas à toutes les personnes qui viennent sur votre site, un certain nombre de contenus adaptés aux produits, mais utiles, des contenus de loisirs finalement. Et là, j'essaye d'attirer le client à moi en lui proposant des nouvelles choses. Je suis une entreprise qui, je vous l'ai mis après. Donc là, je vous ai mis la capture d'écran de BIC qui propose des activités créatrices sur son site internet. Vous avez les Farines Francine qui, sur leur site internet, proposent des recettes. Et vous avez Decathlon aussi qui incite les utilisateurs de produits à interagir en donnant leur avis sur les produits qu'ils ont achetés. Donc ce content marketing, ça propose du contenu un peu différent que la vraie publicité, des choses pour lesquelles vous allez être amené à agir vous-même, à faire vos loisirs vous-même, à créer vous-même, mais encadré par la marque, donc ça vous donne une bonne image de la marque qui vous a proposé cette activité. Et une dernière possibilité de communication digitale, ou en tout cas une communication digitale qui se fait, c'est le débat et la recommandation. Et vous êtes certainement déjà allé sur TripAdvisor pour savoir un hôtel, quelle était la note d'un hôtel ou d'un restaurant, et ben c'est de ça qu'on parle. En fait, l'entreprise, elle a intérêt à ce qu'elle soit recommandée par des utilisateurs ou des prescripteurs ou des personnes d'influence. Et c'est pour ça qu'elle a intérêt à développer ça et à surveiller ce qui est dit aussi. Donc il y a beaucoup d'entreprises, quand il y a un avis négatif qui est mis, ou même positif sur TripAdvisor, elles vont avoir le service communication qui répond à cet avis en remerciant le voyageur, mais en nuançant un petit peu ses propos, ou alors en disant qu'ils vont apporter la réponse adéquate à son problème. Ils reconnaissent leur erreur, on s'est trompé, on va faire autrement, très bien, on vous remercie de nous avoir sollicité sur ce point, etc. Donc, la recommandation, c'est important. Et donc, ce que vous connaissez aussi, le phénomène des influenceurs sur les réseaux sociaux est super important. Et il y a beaucoup d'entreprises qui essayent de vendre leurs produits via ces influenceurs. On a les participants de télé-réalité qui placent beaucoup de produits, qui font beaucoup de placements de produits, avec parfois des produits qui ne sont pas de très grande qualité, donc il faut toujours se méfier. Même s'il y a une offre qui semble alléchante, il faut toujours essayer d'aller voir si vous ne pouvez pas trouver le produit moins cher, sans offre alléchante, mais moins cher quand même, sur un autre canal de distribution. Voilà, je vous ai dit pas mal de choses pour vous familiariser avec cette notion de communication de l'entreprise vous avez compris que ces 4 P qu'on vient d'étudier, prix, produit, place, promotion, ils doivent vraiment être réfléchis parce que ils vont avoir une influence sur votre pérennité. Et vous ne pouvez pas vous passer d'une réflexion là-dessus. Même si vous refusez d'avoir une campagne de communication, si vous refusez d'avoir des réseaux sociaux actifs, vous allez avoir votre avis, les avis des clients sur Google qui vont mettre un avis sur vous. Donc il faut surveiller et il faut essayer de faire en sorte que ces avis soient le meilleur possible, ou en tout cas qui correspondent aux efforts que vous faites pour faire votre travail correctement. Donc, évidemment, quand vous avez un bon produit avec un prix qui correspond aux attentes des consommateurs et que vous avez trouvé des distributeurs, il faut communiquer pour que votre produit se vende. Et tout ça, ça fait que notre marketing, même si ça semble parfois un petit peu abstrait, c'est une réflexion concrète à mener par les entreprises pour réussir leur activité.
On a fini tout ce que je voulais vous dire pour ce cours d'introduction au marketing, cours que vous compléterez l'année prochaine avec le cours de marketing international, je crois. Et du coup, j'espère que je vous ai appris déjà des choses intéressantes qui vont vous servir pour votre vie future. J'ajoute un dernier complément pour finir, pour votre étude. En fait, ce que j'attends de vous, c'est que vous montriez que la communication de l'entreprise, elle répond à l'analyse du marché qui a été faite par l'entreprise. Donc, si vous avez constaté que le consommateur de votre produit, dans votre analyse de la demande, si vous avez constaté que c'était un jeune, qu'il avait besoin d'avoir un produit qui le fait appartenir à un groupe, par exemple, eh bien, vous montrez que la communication de l'entreprise, elle correspond et que dans ces publicités, on voit des jeunes qui s'amusent, on voit un ton humoristique, par exemple. Donc, en fait, il faut que vous montriez que l'entreprise, elle a adapté sa communication à sa cible. Si on prend Soch, par exemple, la cible de Soch, c'est les personnes qui sont jeunes et qui ne veulent pas mettre trop de sous dans leur forfait. Et c'est une communication qui s'adresse aux jeunes avec des messages simples, mais des messages délivrés de manière assez moderne, et puis des marionnettes, un ton humoristique, etc. Donc pareil, quand vous avez votre analyse de la demande, de l'offre, etc., vous dites que la démarche de promotion de l'entreprise, elle est cohérente parce que, et là vous justifiez votre propos. Et si jamais vous avez l'impression qu'il y a des informations pertinentes que vous ne pouvez pas dire quand vous parliez de l'analyse de la demande, de l'offre, etc., eh bien là, vous pouvez la rajouter dans la toute dernière partie. Mais vous n'aurez pas la place de mettre, comme je vous ai mis moi, tous les visuels de Burger King par exemple, et ça j'en suis bien consciente, je ne vous les demande pas forcément, ou alors vous les mettez en tout petit. Ce que je vous recommande d'éviter de faire, c'est de me mettre plein de sites internet sur lesquels il faudrait que j'aille, parce que je n'aurai pas forcément le temps d'y aller, et donc ce qu'il faut vraiment privilégier, c'est votre analyse. Et en vous lisant, je dois finalement avoir l'essentiel de ce qu'il y a à retenir sur le produit que vous avez choisi d'étudier.